Donc, ouais, bonjour à tous. Merci d'être venus ce matin à la plateforme. L'idée ce matin, c'était de faire un point d'étape sur cette initiative que nous avons lancée il y a 2 ans, de vous partager l'enthousiasme qui est le nôtre, les résultats qui sont les nôtres, les projets sur lesquels en fait nous travaillons depuis quelques mois et qui commencent à se concrétiser, et puis les partenariats que nous sommes en train de nouer avec Amazon France en particulier, et j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Duval, le directeur général d'Amazon France ce matin. Déjà, pour commencer, en fait, je voudrais vous remercier d'être là, remercier l'ensemble de ceux qui se sont joints à notre énergie de départ pour faire de sorte en fait que ce projet puisse exister. Le top 20 avant tout, puisqu'effectivement, il fallait une équipe entrepreneuriale, mais il fallait l'accompagnement du top 20, il fallait en fait cette étincelle, cet élan et cette aide. Merci Bruno et merci à tous les représentants du top 20. Il fallait le monde de l'entreprise en fait, en général en fait au-delà des entreprises du top 20 avec l'UPE, et merci Philippe d'être là ce matin. Le monde de l'entreprise et de l'économie, merci Jean-Luc également en fait et à la Chambre de commerce en fait parce que vous avez été nos bonnes fées. Et parce que c'est grâce à des bonnes fées comme ça qu'on peut faire des choses à Marseille. Et pour nous, c'était extrêmement important. Mais je pense que vous êtes venus nous rejoindre dans cette initiative parce qu'elle avait en fait certains niveaux d'évidence. La première évidence, c'est l'évidence économique. On sait tous, ayant dirigé ou dirigeant des structures de l'économie numérique ou non numérique, qu'on a des besoins de recrutement. Et que ces besoins de recrutement, on a du mal à les satisfaire. Et de l'autre côté, on sait aussi qu'on a une jeunesse, ou des moins jeunes d'ailleurs, qui ont du mal en fait parfois à trouver chaussures à leurs pieds en fait sur le marché de l'emploi. Et à côté de ça, l'informatique, ce nouveau langage, qui est soit fascinant, soit repoussant, a quelque chose de particulier qui est que pour qui s'y met, les compteurs sont remis à zéro. On peut être mauvais élève et bon informaticien. On peut être excellent élève et bon informaticien. Il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que le succès académique de notre système français n'est pas un déterminant absolu de oui, je peux faire ma carrière et avoir un métier en fait dans l'économie digitale et numérique ou non. Et les sujets, ce sont le développement informatique, la cybersécurité, et l'IA et la data. Et c'est à partir en fait de ces sujets-là qu'on a construit la plateforme. Avec un dernier élément, c'est que on a un pays qui a 85% d'une classe d'âge en fait qui arrive au bac, et c'est formidable. Sauf qu'il y a 15% qui l'ont pas, et que sur les 85% qui ont le bac, il y en a un certain nombre en fait qui rentrent dans des études supérieures, et puis qui droppent au bout de 6 mois, d'un an, de 2 ans. Et sans faire de statistiques officielles, en fait, on peut peut-être se dire que 30, 40, 50% en fait d'une tranche d'âge à 18-20 ans n'a pas de formation professionnelle dans des secteurs où il y a des demandes d'emploi. Et là aussi, c'est notre envie, notre devoir, tous ensemble, et notre intuition de dire on ne peut pas laisser ça comme ça. On ne peut pas laisser ça comme ça, ni à Marseille, ni ailleurs. Et comme effectivement, on a un sujet de taux de chômage de la population jeune, en fait, qui est particulièrement important à Marseille, en fait, ça rend les choses naturelles ici. Mais ça rend les choses naturelles ici parce que sur cette base-là, on a l'occasion, on a la possibilité de faire de Marseille, de sa métropole, son département, et par extension de la région, une capitale du numérique. Pourquoi ? Déjà par défaut, parce que personne n'a pris cette position. Il n'y a pas de capitale du numérique en France. Par défaut, c'est Paris, parce qu'on est jacobin et parce que un pourcentage du PIB non négligeable en fait se fait à Paris et en Hauts-de-Seine. Mais en réalité, ni Nantes, ni Bordeaux, ni Marseille, ni Toulouse, ni Strasbourg, ni Lille en fait n'ont saisi le sujet pour on va devenir une capitale du numérique. Et si vous regardez en fait en Europe, c'est à peu près la même chose dans tous les pays. Donc cette Silicon Valley, en fait, ou quel que soit le nom qu'on leur donne, en fait, ce cluster, en fait, dans le sens positif du terme, du numérique en France, il peut arriver à Marseille parce qu'on est tous sur la même ligne de départ, quelles que soient les métropoles, quels que soient les départements, quelles que soient les régions. On a quelques autres avantages. On a les câbles sous-marins, on a la fibre. Jean-Luc en parlera probablement tout à l'heure. Mais avant tout, pour qu'une économie numérique décolle, il faut des ressources humaines. C'est l'investissement le plus facile à faire, c'est celui sur lequel on a le meilleur retour sur investissement, c'est celui en fait qui va le plus vite et c'est l'élément essentiel. Investir sur les compétences numériques, c'est ça qui fait en fait le potentiel de développement d'une économie numérique. Donc c'est ça que nous essayons de faire à la plateforme. En quelques chiffres maintenant,
Aujourd'hui, 200 étudiants sur 3 formations, développement web, cybersécurité et data science. En septembre 2021, vu l'ensemble en fait des inscrits que nous avons à ce jour, en fait, on aura 350 étudiants. Notre ambition est de passer à 3000 d'ici 5 ans et de faire la première école du numérique inclusive en France, avec une particularité dans le cursus, c'est que nous sommes basés sur l'alternance et l'apprentissage. Pourquoi ? Ça nous permet en fait d'être gratuit pour les étudiants et ça nous permet en fait d'amorcer et d'accélérer leur formation au monde de l'entreprise et accessoirement ça génère aussi des revenus pour eux puisqu'un contrat d'apprentissage c'est un contrat de travail. Donc tous les cursus à partir de la 2e année se font en apprentissage. L'école de code c'est 1 an plus 1 an et au-delà de ça, la première promotion en fait, qui sort de l'école de code en fait, au mois de juillet, 30% d'entre eux vont continuer dans la cybersécurité ou dans la data à la plateforme et faire potentiellement une 3e, une 4e ou une 5e année, toujours en alternance. Donc, on a cette courbe de croissance, on a des cursus qui sont diversifiés, toutes les certifications, toutes les formations que nous réalisons sont certifiantes, c'est-à-dire qu'à la fin de chaque année, les étudiants passent un examen qui leur donne un titre professionnel. Ce titre professionnel est reconnu par le ministère du Travail et ces titres ont tous une équivalence en termes en fait, d'enseignement supérieur qui va de Bac+2 à Bac+5. Et on le fait par l'intermédiaire en fait, d'une pédagogie en fait, qui est différenciante, qui est très différente de celle qu'on trouve à la fois à l'école, dans les grandes écoles et à l'université, qui est une pédagogie en fait, axée autour de projets, autour en fait, de choses concrètes et autour de la responsabilisation des élèves. Cette responsabilisation, en fait, elle arrive dès le départ. C'est-à-dire que le seul critère d'admission des élèves, c'est leur motivation. Ils n'ont pas besoin d'avoir un diplôme particulier à l'entrée. Ils n'ont évidemment pas besoin de conditions de ressources puisque l'école est gratuite. Et donc, toutes les candidatures sont traitées individuellement. Tous les candidats sont reçus individuellement ici et ensuite participent à des hackathons. Et ces hackathons nous permettent de détecter leur capacité à travailler en groupe, leur capacité à se concentrer en fait, sur un peu de durée et leur appétit en fait, pour les choses informatiques. Sur les 200 élèves en fait, qui forment les promotions de 2019-2020, on avait 1500 candidatures. Donc, ce qui veut dire qu'on peut être gratuit, on peut être inclusif et en même temps viser l'excellence avec la volonté de sélectionner les meilleurs profils. 1500 candidatures, 200 élèves, on est à plus de 2000 candidatures avec 350 élèves à la rentrée. Au-delà de la diversité des profils, qui vient en fait par le fait que notre grille d'analyse et de recrutement est basée sur la motivation et les compétences, on a réussi effectivement à mélanger des personnes en fait, qui avaient une éducation supérieure ou qui n'en avaient pas eu, des personnes en fait, qui venaient du centre de Marseille ou des quartiers sud, des hommes, des femmes et des gens qui avaient eu des parcours professionnels préalables et qui potentiellement en fait, voulaient une nouvelle formation ou une requalification. Sur le parcours de webcoding, on a un âge moyen à 26 ans. Notre mission d'inclusion se voit en fait dans le taux de recrutement des populations vivant en quartier prioritaire de la ville à plus de 38%, 25% de femmes, c'est jamais assez, on est d'accord. 10% des étudiants sont des bénéficiaires ou des anciens bénéficiaires du RSA et 30% d'entre eux n'ont pas le bac. Pardon, sur le webcoding, en fait, au-delà de la diversité, en fait, ce qui est aussi assez important, c'est que deviennent les élèves. Ils rentrent, mais est-ce qu'ils sortent ? On a 80% des élèves en fait, qui viennent ici et qui vont jusqu'au bout de la formation et qui passent en fait, leur diplôme et leur certification et après qui enchaînent avec un contrat d'apprentissage. Donc, ce qui veut dire que même si c'est gratuit, même si c'est la responsabilité de chacun, il y a 80% des élèves en fait, qui vont jusqu'au bout et donc qui ont pris cette responsabilité, qui ont joué le jeu en fait, et qui ont pris le challenge au bout. Sur la cybersécurité, là aussi, on fait des profils assez diversifiés avec la particularité que, vous le voyez, en fait, il y a une majorité de plus de 26 ans. Donc là aussi, au fait, ce sont des études, en fait, c'est une formation qu'on propose à des gens qui ont potentiellement déjà une formation professionnelle, mais qui veulent se perfectionner. Là aussi, pas assez de femmes, mais en fait, des profils en fait un peu plus diplômés. De même, en fait, en intelligence artificielle, en data. Là aussi, en fait, une proportion un peu moins importante de 31-49 ans,
mais là aussi, au fait, une forte population au fait, qui demande à se qualifier en étant des anciens demandeurs d'emploi ou en étant au fait, en situation professionnelle, et avec un niveau de diplomation au fait, qui est à plus 50% au fait, supérieur à Bac+3. Et c'est la diversité de ces profils en fait, qui fait la richesse de la plateforme. Des étudiants qui voient en fait, dans la plateforme une autre façon d'envisager l'enseignement supérieur si les portes de celle-ci ne leur sont pas ouvertes, mais aussi des étudiants qui sont passés par l'enseignement supérieur et qui viennent chercher une autre façon d'apprendre un métier ou alors de se spécialiser en fait, pour acquérir un métier dans les domaines du numérique. Sur cette base-là, la période en fait, du Covid et du confinement ayant été en fait, particulièrement fertile, quand on est enfermé, soit on réfléchit, soit on devient fou. Donc on a fait un peu les deux et on a commencé en fait, à imaginer quelle pouvait être en fait, la croissance en fait, de ce projet et son utilité pour le territoire. À 200-300 élèves, on a une utilité, mais on ne change pas la donne. Donc on a commencé à réfléchir à l'échelle qui était à la fois celle de notre territoire et qui pouvait positionner Marseille et sa métropole comme une des capitales du numérique. On a travaillé en fait avec un cabinet de conseil en stratégie qui s'appelle Roland Berger, qui nous a aidé en fait à auditer nos hypothèses et à les comparer en fait avec d'autres modèles et d'autres initiatives. Et on est arrivé effectivement à cette diversification à la fois des cursus, à ce chiffre en fait de 3000 étudiants en cible en fait à horizon 2026, et la possibilité de créer en fait un lieu qui soit emblématique et un lieu qui accueille cette première école du numérique française basée sur l'alternance et à vocation inclusive. Donc l'idée de créer un symbole, de l'incarner en fait, dans un lieu et de créer un campus. Un campus qui soit accessible à tous, donc qui soit à l'intérieur de la ville. Un campus qui à la fois donne une formation à un métier, mais aussi permettre l'ouverture d'esprit, donc des infrastructures culturelles. Et un campus qui respecte la règle qui est la nôtre depuis le départ, c'est que cette formation ne fait de sens que si elle est adaptée et si elle se fait avec les entreprises. Donc des lieux d'échange, des lieux de coproduction entre les étudiants et les entreprises. Ce campus ferait 25 000 m² avec une répartition des espaces qui serait celle-ci. La partie jaune, c'est l'école, une résidence étudiante sur la partie rose clair, les infrastructures culturelles en fait sur le rose saumon et sur le rose fuchsia, beaucoup de roses, et puis en fait des locaux pour les entreprises sur la partie verte et des espaces d'hospitalité, restaurants, cafés et autres en fait sur la partie grisée. Ce projet en fait on l'a conçu en fait avec un cabinet d'architecture en fait qui agit en tant que maître d'œuvre qui s'appelle Encore Heureux, en partenariat avec les équipes de Euroméditerranée, avec qui on réfléchit en fait depuis plusieurs mois aux différentes localisations possibles. Notre choix s'est porté sur une parcelle en fait qui est sur la zone Euroméditerranée 2, donc au nord des entrepôts Sogaris, en allant vers le quartier des Grottes. Et on a commencé en fait à réaliser en fait l'étude de faisabilité avec, comme je disais tout à l'heure, une répartition des surfaces entre l'école qui prend un peu plus de la moitié de la surface et l'ensemble des infrastructures qui accompagnent ce que selon nous devrait être un campus en fait sur la culture, sur les commerces, sur l'accueil des entreprises, des espaces d'expérimentation et des espaces d'hospitalité. Quelques schémas en fait pour illustrer en fait cette ambition. C'est 25 000 m² en fait sur une parcelle en fait de 11 000 m², conçue en fait avec l'idée d'avoir 4 points hauts qui permettent en fait d'avoir de la visibilité à l'extérieur, 20% de surface en pleine terre et la capacité en fait à créer un véritable village, un village en fait du numérique, de la culture, de l'entreprise. On arrive à faire la synthèse autour d'un outil, mais le numérique n'est jamais qu'un outil, ce n'est pas un thème. Et donc cet outil crée une infrastructure et à partir de là, on crée ce campus. Et vous le voyez en fait, pas très loin en fait de la passerelle autoroutière et pas très loin de la mer, donc à l'entrée de Marseille, en fait une des entrées de Marseille, qui nous donnerait aussi cette visibilité en fait sur les flux extérieurs. Ce projet, en fait, on va le dérouler sur les 5 prochaines années. C'est un projet en fait assez lourd en termes de financement qui porte sur 55 millions d'euros. Le financement est assuré par une levée de fonds réalisée auprès des entreprises du top 20
de partenaires institutionnels et avec l'appui de la Banque des Territoires et avec un endettement bancaire structuré avec le Crédit Agricole. Donc j'ai fini de parler, en fait, j'ai fini de faire cette présentation et après si vous avez des questions, je serais heureux d'y répondre. Je voulais passer la parole à Bruno Cagnol, en fait, président du Top 20, président de Fausses Élèves, puisque c'est grâce au Top 20 en fait, que cette initiative a vu le jour. Et non seulement qu'elle a vu le jour, mais qu'elle s'est concrétisée en fait et qu'elle accélère son développement. Donc merci à toi. Je sais pas. Merci à toi, merci au Top 20. Et si tu veux dire quelques mots, en fait, je serais assez ravi. Celui-là? Bon, tu vois, c'est peut-être les ondes que tu envoies qui sont pourtant positives qui font ce larcène. Les miennes sont pourtant extrêmement positives aussi. Donc, c'est avec une grande fierté que l'on a participé à ce projet. Je reprenais les comptes rendus de réunion de mars 2018, dans lequel, à l'époque, donc le Top 20 était présidé par Denis Philippon, qui est le président de Voyage Privé. On cherchait quelqu'un pour lancer ce projet et il faut que les planètes soient alignées. On en a parlé, Cyril, et les planètes se sont alignées. Je suis un peu un imposteur parce que c'est pas moi qui devrais parler au nom du Top 20, mais c'est Antoine Metzger, président d'NGE, qui s'est extrêmement investi avec toi et qui correspond tout à fait au projet que le Top 20 peut développer, qui correspond à son message, puisque son message, c'est entreprendre pour une métropole attractive et durable autour de projets concrets. Là, je pense qu'on ne peut pas mieux faire. On devient attractif, on devient durable et sur un projet extrêmement concret. Ce qui est important aussi, c'est que le premier projet était petit. Il était vraiment d'ordre d'utilité publique. Et là, on reconnaît l'entrepreneuriat de Cyril qui voit plus grand. Et ce dont on a besoin pour cette métropole, c'est de voir plus grand. Ce qui est aussi important, c'est que les gens du Top 20 n'ont pas fait que t'aider. Ils se sont aussi investis, les entreprises du Top 20 se sont investis dans ce projet financièrement. Enfin, la dernière chose, c'est qu'on a eu la chance d'avoir des hommes politiques qui ont pris à bras le corps ce projet, qui nous ont aidés. Des fois, c'est pas simple à Marseille, mais je pense que rien n'est simple dans toutes les régions de France. On a des fois tendance un peu à dramatiser. Mais je crois que alors on est un peu en campagne, c'est un peu gênant, mais sans l'aide du département et de sa présidente ou de la région et de la métropole, ce projet aurait eu du mal à se conclure. Et en tout cas, on les remercie. Et hier, j'étais à la métropole, avant-hier, on était à la métropole, et vous ne pouvez pas mesurer la fierté de la métropole de participer aussi à ce projet. Et je crois que c'est important parce que tout le monde s'est beaucoup investi. Je pense notamment à Frédéric Collard qui s'est beaucoup investi à son époque. Et je crois que c'est primordial. Donc moi, j'ai qu'un truc à dire. Comme disait Jean-Luc, pourquoi le campus se ferait? Il se fera. Voilà, c'est un projet. Il va se faire. On va le faire. C'est un projet extraordinaire et merci Cyril pour nous donner cette fierté pour le Top 20, pour le territoire et pour tout le monde. Merci Bruno, merci beaucoup. Tu as remarqué qu'il n'y avait pas de Larsen. Hein. Ouais. Voilà. Je sais pas comment l'interpréter. Voilà. Alors je ne sais pas si on nettoie le micro, si vous avez une lingette. Ouais. Je passe le micro à Philippe, en fait, si tu veux ajouter quelques mots aussi. Ah, tiens. Non, celui-là il marche. Merci Cyril, merci pour cette présentation. Non, rien de plus à rajouter, mais si ce n'est que quand on voit cette présentation, on se dit quand toutes les énergies sont mises en place ensemble, que ce soit au niveau économique, au niveau politique, nous avons la possibilité de créer des lieux qui vont devenir emblématiques pour le territoire national. Donc c'est vraiment une leçon que nous devons tous retenir, c'est qu'ensemble on est beaucoup plus fort. Et quand le monde économique associé au monde politique a une vraie vision pour notre territoire, a une vraie envie de créer, a une vraie envie de tirer ce territoire vers le haut, rien ne nous arrête. Et cette école est, à mon avis, une première étape à un développement extraordinaire au niveau de l'enseignement supérieur dans notre territoire. Parce que, vous savez, quand vous créez une entreprise,
il faut un socle. J'ai toujours dit que le socle financier est important, mais il faut aussi le socle humain, le socle des collaborateurs qui vont rejoindre cette entreprise. Et grâce à cette école, grâce à l'envie de faire, grâce à la volonté de Cyril et de l'ensemble de ses équipes, nous allons arriver à tirer notre territoire vers le haut. Et grâce à ça, nous allons faire venir des entreprises internationales qui vont s'installer sur notre territoire et encore le faire grandir. Donc c'est un cercle vertueux. Et c'est grâce à ce cercle vertueux, grâce à ce genre d'initiative que nous allons pouvoir développer notre territoire. Et enfin, je voudrais remercier évidemment le Top 20, la Chambre et Cyril pour leur force et leur engagement. Moi, en tant que syndicat patronal, MEDEF, nous avons une vraie volonté, c'est de voir nos entreprises se développer, voir encore plus de richesses créées sur le territoire, voir l'emploi se développer. Et c'est grâce à ce genre d'initiative que nous allons réussir. Et je suis très fier en tant que président de l'UPE 13 de pouvoir être associé à cet événement. Et vraiment, merci à tous. Voilà. Merci beaucoup, Philippe. Jean-Luc, tu étais là, je crois, la première fois que tu es venu présenter ce projet. Oui, si ça marche. Allô? Ça ne marche pas? Non, la technique n'est pas avec nous ce matin. Bien, voilà, merci. Oui, j'étais là. J'étais là quand tu es venu présenter ce projet la première fois au Top 20 avec Antoine. J'étais là aussi quand on a inauguré ici. Peut-être j'étais, monsieur, le seul déjà en poste. Et moi, ce que je voudrais dire pour commencer, c'est que 2 ans après, on peut dire que la plateforme, c'est une réussite. On n'a plus besoin de se poser la question. D'ailleurs, c'est tellement une réussite qu'aujourd'hui, on a besoin d'aller plus loin, on a besoin d'avoir des locaux plus grands, on a besoin de se projeter plus loin pour répondre aux besoins du territoire. Et donc, c'est ça dont on parle. Et donc, comme l'a dit tout à l'heure Bruno, je le disais en aparté, on va faire, on fera. Non, voilà, c'est là, c'est fait, c'est acté, c'est pris. Premier point. Deuxième point pour moi, ce que je voudrais vous dire, c'est une conviction que les territoires attractifs sont et seront les territoires qui proposeront une offre de formation de qualité, innovante, au plus près des besoins des entreprises, c'est-à-dire qui correspondent à ce dont on a besoin au quotidien dans nos entreprises, et à la fois avec tous les nouveaux usages. Quand je dis ça, je dis quoi? Je dis qu'aujourd'hui, je rappelle tout le temps, parce que tout le temps, il faut le redire. En 2030, dans 8 ans, il y a au moins 30% des métiers que nous ferons dans nos entreprises qui n'existent pas aujourd'hui. Donc si on n'est pas capable d'avoir des lieux où on va former aussi bien en formation initiale qu'en formation professionnelle, transformation de nos collaborateurs pour faire ces métiers, d'abord, on aura un problème pour produire la création de richesse qui est indispensable pour les entreprises, pour l'emploi et pour le territoire. Et ensuite, on aura un problème avec nos collaborateurs d'aujourd'hui, parce que s'il y a 30% de métiers qu'on ne connaît pas et qui vont être pratiqués, il y a peut-être 30% de métiers qu'on connaît aujourd'hui qui n'existeront plus. Et donc ça, c'est une particularité. Et moi, je me place toujours dans cette compétition des territoires. Voilà, je le dis, je le redis, et un outil comme celui de la plateforme, c'est un outil qui nous met dans cette compétition des territoires. Je dis aussi une autre chose qui est très forte, c'est que la compétition des territoires passera indéniablement par la formation et par le numérique. Tu disais tout à l'heure, peut-être je vais en parler. Oui, c'est pas un hasard. On va être, d'ici la fin de l'année, 5e métropole mondiale en matière de connexion au monde par les câbles. L'enjeu, c'est quoi? C'est de pas simplement stocker des datas. C'est de les utiliser ici plutôt qu'ailleurs. Parce que si ici on n'est pas capable de les utiliser, d'autres les utiliseront ailleurs et créeront une richesse ailleurs. Nous, notre pari, c'est de faire de cette filière une filière d'excellence, de création de richesse et de développement pour la suite. Et on a donc encore besoin d'écoles comme celle que tu présentes, comme celles qu'on soutient, comme celles qui vont devoir, par nécessité, se développer, grandir, pour pouvoir répondre à ce défi majeur. C'est le défi de notre territoire. Et c'est un enjeu majeur. Et puis moi, après, j'ai un dernier point de conviction très forte qui est lié à notre territoire, c'est que on a l'obligation, surtout quand on est sur ce territoire très divers, tu l'as décrit, tu as fait une autre remarque, tu as parlé des quartiers sud, tu n'as pas cité quartier nord, mais tu as parlé de QPV. Quand on est sur ce territoire, on a une obligation encore plus importante, c'est d'investir pour la jeunesse et sur la jeunesse. On a un territoire plus jeune, on est une métropole plus jeune que la plupart des métropoles françaises et européennes. C'est statistique, c'est pas moi qui le dis, c'est comme ça. Et on a une jeunesse dont on a la responsabilité de trouver comment elle va nous aider à bâtir demain.
Et là, on est tout à fait dans le prisme. Quand on voit le détail de ton recrutement, de ce que tu donnes, et puis quand on voit surtout les éléments, on voit bien la diversité, on voit bien que c'est avant, diplôme, bac, normes. Tout ça, c'est plus le sujet dans ces nouveaux métiers. Le sujet, c'est l'envie. Le sujet, c'est l'envie, le comportement et le positionnement. Et c'est ce dont on a besoin dans nos entreprises. C'est une vraie révolution, c'est une vraie fracture, je suis désolé de le dire comme ça, avec ce qui se pratique, avec l'éducation nationale et l'enseignement jusqu'au bac et même post-bac. Là, on a des collaborateurs immédiatement prêts, motivés, qui ont envie, qui viennent rejoindre nos entreprises. Donc voilà, en investissant sur la jeunesse, on permettra à notre territoire de monter en compétences, de gagner en attractivité et d'être parmi les territoires leaders sur les nouveaux métiers d'avenir. Sur le territoire, je le dis toujours, hein, il y a 3 filières d'avenir dans les 15 ou 20 prochaines années pour l'économie du territoire. Le numérique en est un. La deuxième, c'est la santé. Et le défi, on a la recherche fondamentale avec l'université, le CNRS, on a la filière des startups avec Eurobiomed qui est née ici grâce à la Chambre de commerce. Il y a une petite vingtaine d'années maintenant, grâce à un monsieur qui était en charge de ce dossier. Je le salue d'ailleurs, c'est le président du Conseil économique, social, régional, environnemental, Marc Pouzet. C'est lui qui a lancé cette filière. Et ici, Eurobiomed s'est développé sur l'ensemble de la Méditerranée, sur Lyon maintenant. Voilà. Et le troisième sujet, c'est ce qu'on appelle, alors on a plein de noms différents, mais l'économie décarbonée, l'énergie, on est le territoire d'ITER. Hein. C'est l'innovation mondiale de 35 pays pour aller inventer l'énergie de demain à partir de l'air. Donc, et on a toutes les autres applications possibles, l'éolien, tout ce qui peut aller avec. Bon, bref, voilà. Et jusqu'à l'hydrogène. Et jusqu'à l'hydrogène. On a un enjeu là-dessus parce que cet enjeu, il va justement dans la préservation du développement économique et du développement du territoire. Donc ces métiers, voilà, donc on est avec toi, bah, je ne vais pas en parler pendant des heures. Dernier point pour moi, c'est particulièrement dans ma philosophie parce que c'est une école, mais c'est un business model économique comme celui d'une entreprise. Ça se finance tout seul, ça fonctionne, ça démarre, il faut de l'investissement, il y a des entrepreneurs qui mettent de l'argent, qui y croient, il y a des banquiers qui financent. Autrement dit, c'est un nouveau système. C'est plus un système comme avant où on attend que l'argent tombe d'un système... Tout d'ailleurs. Hein ? Il tombe l'argent. Voilà. Et donc, c'est un système où on se prend main. On se prend en main pour avoir, effectivement, on fonctionne comme dans une entreprise, ça a été dit, avec un équilibre financier à obtenir et une réussite. Donc bravo Cyril, à toi pour ce projet fou à l'origine. Bravo maintenant pour lancer le deuxième étage de la fusée du projet fou. Bravo à tes équipes. Et puis surtout, bravo aux jeunes. Parce que c'est eux dont on a besoin, qui sont diplômés, qui sont dans nos entreprises. Et c'est eux qui font la réussite de cette aventure. Voilà. Merci beaucoup Jean-Luc. Frédéric Duval, tu es directeur général d'Amazon France et quand j'étais venu te présenter la plateforme, je t'avais dit qu'on était soutenu en fait par les acteurs économiques locaux. Tu as pu le constater. Et l'idée pour nous en fait était d'être dans une dialectique locale et nationale aussi, voire internationale, et de trouver des partenaires qui avaient la même vision que nous du numérique. Le numérique, en fait, quand j'étais start-upper, en fait, c'était la manifestation en fait, d'un produit très élitiste. Finalement, les start-uppers, en fait, n'étaient pas tous en fait, issus d'une grande diversité. Aujourd'hui, le numérique, en fait, c'est un outil qu'on peut mettre au service d'une action économique, mais aussi sociale et sociétale. Et c'est, je pense, en fait, cette discussion qu'on a eue en fait, à différentes reprises qui a fait qu'on est arrivé à nouer ce partenariat entre Amazon Future Engineer en fait, et la plateforme. Je vais te laisser en parler. Je voulais en tout cas te remercier et puis remercier l'ensemble de tes équipes parce que c'était un vrai plaisir en fait, de travailler avec vous là-dessus pendant ces derniers mois et de t'accueillir aujourd'hui. Pourquoi tu le mets au passé? Non, c'était un plaisir de travailler dessus. Maintenant, il est en place en fait et on va le dérouler. Exactement. D'abord, moi, je voudrais dire que je reviens à Marseille après être déjà venu pour un autre événement relatif au développement des entreprises marseillaises et de la région PACA. Et donc, c'est avec beaucoup de plaisir que je reviens pour un autre projet, et ce magnifique projet qui est celui de la plateforme. Quand on regarde et qu'on t'écoute et qu'on écoute les acteurs économiques qui sont autour de nous, on est obligé d'y croire, on est obligé de penser que c'est un formidable projet.
cette idée de pouvoir donner la possibilité à chaque enfant, chaque élève, chaque membre de la société de pouvoir se ressourcer, de pouvoir redémarrer une activité, d'être formé de façon très pragmatique avec des étapes très simples et en même temps très pratiques pour apprendre un nouveau métier, c'est exceptionnel, je trouve. Et voilà, c'est juste impressionnant de commencer avec 200, 350, avoir une vision sur 3000. Moi, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup et je suis assez d'accord pour dire que ça va donner un avantage très important à Marseille. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai envie aussi d'amener modestement un petit peu de ce qu'on sait faire chez Amazon dans cet édifice. Voilà, merci beaucoup de nous accueillir. Cet engagement que de notre entreprise Amazon dans ce projet, eh bien c'est le prolongement de notre envie de donner l'accès à l'égalité des chances au métier du numérique à tout le monde. Donc on le fait aujourd'hui ici, mais on a aussi un projet, tu l'as dit, Amazon Future Engineer, qu'on est en train de déployer sur la France. Alors c'est un projet qui est encore plus jeune que la plateforme, puisque la plateforme a 2 ans, le nôtre a 1 an. Il a démarré en septembre dernier. Et ce qu'on veut, c'est susciter l'envie chez les petits, donner des clés de formation très pratiques à des gens qui sont un peu plus âgés, faire beaucoup plus encore pour des universitaires ou des gens qui vont être, comme ici, étudiants d'une entité qui est celle de la plateforme. On a des partenariats avec 9 associations, dont Hélène vient de me rejoindre, dont Hélène qui fait partie, donc qui est la déléguée générale de la fondation C'est Génial, qui va m'aider à vous présenter un petit peu ce que nous faisons. Mais globalement, ces 9 associations sont au contact du primaire, du collège, du lycée, et puis on a d'autres moyens de supporter l'université. Et l'idée, c'est vraiment d'éveiller les sens de chacun des enfants et des étudiants en ayant un accent très particulier sur les femmes qui sont moins représentées dans les métiers du digital aujourd'hui et en mettant l'accent aussi sur les quartiers défavorisés. Et donc, on est en train de le faire. Alors, on l'a fait partout en France. Il y aura à peu près 100 000 enfants et étudiants qui auront été touchés cette année, entre septembre 2020 et fin juin 2021. Donc, 100 000 déjà. On pense que c'est un début. Et en région PACA, alors si je pouvais citer quelque chose, quelques exemples, avec l'association Unicité, on a été dans les primaires et on a initié les enfants au code avec des formations Scratch, que vous connaissez peut-être, et on a à peu près touché 8000 enfants en région PACA cette année. Mais on a été aussi dans le cadre des ateliers de la mixité et du printemps du printemps de la mobilité. Et on a fait des ateliers de découverte où on a amené certains de nos employés pour témoigner de leur engagement et de leur métier. Et là, on a à peu près 470 enfants qui sont venus écouter et participer et profiter de ces ateliers. Puis on a d'autres initiatives. Alors, une initiative, Hélène, que tu voulais nous présenter, tu vas nous en parler, mais peut-être d'abord tu peux commencer par nous parler de C'est Génial. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre accueil. Je suis très impressionnée par l'école et bravo pour ce projet. Donc, C'est Génial, c'est une fondation d'utilité publique et en fait, nous, on travaille en amont, donc avec les collèges et les lycées. L'idée étant d'encourager les jeunes à s'orienter vers les sciences et à s'orienter notamment vers les sciences du numérique, puisque aujourd'hui, encore trop peu d'élèves ont envie de s'engager dans les spécialités du numérique, et c'est encore plus vrai chez les filles. Aujourd'hui, c'est 3% de filles qui choisissent la filière en première de spécialité SNI, sciences et numérique informatique. Donc je suis impressionnée par les 25% qui sont ici, les 25% de filles, qui est plutôt un score assez élevé, mais qui reste encore assez bas. Et donc nous, notre message, c'est d'encourager les jeunes à aller vers les sciences du numérique, et notamment les filles. Donc comment on le fait ? On le fait par différents programmes d'action, donc des programmes
de relations école-entreprise, l'idée étant que les élèves puissent échanger avec des professionnels dans l'entreprise. Et puis on le fait aussi par un programme qui s'appelle Yes We Code, et on est partenaire d'Amazon sur ce programme. Alors Yes We Code, c'est l'idée de faire pratiquer le numérique et la programmation dès le collège. Là, on a développé le programme sur 40 lycées de l'Académie d'Aix-Marseille, donc ça fait environ 3000 élèves, qui en fait, durant l'année, vont monter des projets numériques avec des cartes programmables, des capteurs, des accessoires. Et à travers le projet, ils vont s'initier à la programmation. Donc évidemment, au collège, c'est plutôt du Scratch, et après, c'est plutôt des langages comme Python. Mais en fait, le code est un outil derrière au service d'un projet. Et je trouve que ce qui est vraiment intéressant, c'est déjà puisque c'est une pédagogie que vous utilisez ici, et c'est celle-ci que nous, on veut promouvoir dès le secondaire. C'est-à-dire que les élèves apprennent, développent des... Il ne faut pas parler trop vite, en fait, c'est ça. C'est les bonnes ondes. Donc l'idée, c'est vraiment que les élèves puissent développer des compétences et des capacités en programmation à travers le projet. Et l'autre parallèle qu'on peut faire, ou similitude, c'est aussi le lien avec les entreprises. C'est quelque chose qui est très fort à la Fondation C'est Génial. On a été créé par des entreprises et notre objectif, c'est de faire des liens entre l'école et l'entreprise, et donc de créer des passerelles et de provoquer des échanges dès le collège et bien sûr au lycée. Et alors Hélène, quelle est l'actualité et la rentrée de C'est Génial? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, à la rentrée, on va bien sûr continuer à développer le projet. L'année prochaine, on va avoir 30 établissements supplémentaires, donc sur l'Académie d'Aix-Marseille et sur l'Académie de Nice. Yes We Code, c'est un programme national qui implique déjà 200 établissements. Donc, on va poursuivre. Voilà, on fera pas 3000 établissements d'ici 5 ans, mais on veut multiplier nos chiffres par 10 aussi en 5 ans. Donc, on voit d'ailleurs quelques exemples derrière nous là, de robots qui ont été programmés, c'est ça, par ce que fait la. C'est ça. Donc ça, c'est un projet d'un lycée, le lycée de la Méditerranée à La Ciotat. Et en fait, les élèves ont fait ce robot dépollueur. Donc ils partent de problématiques qu'ils ont proche de chez eux, et ils ont développé un petit prototype qui permet de ramasser des déchets dans la mer. Voilà. Le deuxième aspect de notre engagement vis-à-vis de la plateforme, c'est évidemment ce challenge qu'on organise entre les étudiants et les entreprises, et on le fait ensemble, Cyril, et ça c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que évidemment il y a plein d'étudiants et il y en aura de plus en plus qui vont se diriger vers le numérique. On le voit, tu vas recruter jusqu'à 3000 élèves d'ici 2026, c'est super. C'est important aussi que les entreprises de notre territoire se rendent compte de l'opportunité qu'est le numérique. Et malheureusement, aujourd'hui, les entreprises françaises sont moins enclines à se diriger vers le numérique. Et donc, éveiller leur curiosité par tous les moyens, eh bien, c'est bien. Et donc, organiser ce challenge et mettre en relation 600 entreprises avec 200 étudiants, eh bien, ça ne peut apporter que du bon, à la fois à ces étudiants et à ces entreprises. Voilà. Donc j'espère vraiment qu'on va le faire ensemble, et puis qu'on va tout casser avec ça, et que peut-être que en 2026, ça sera plus 600 entreprises, ça sera 25 000, et tout ira bien. Voilà, donc écoutez, moi je fais court maintenant. Juste pour terminer, je voulais vous dire que au travers de notre participation à la plateforme, au travers de Amazon Future Engineer, on fait exactement ce qu'on fait par l'intermédiaire de notre site, c'est-à-dire de mettre à égalité tous les Français devant l'acte d'achat. On met à égalité tous les entrepreneurs français qui veulent vendre partout où ils le veulent en Europe. Ils sont à égalité puisqu'ils peuvent le faire par Amazon comme ils veulent. Aujourd'hui, amener ces entreprises, ces étudiants
où qu'ils se trouvent sur le territoire, ou bien en particulier ici à Marseille, à pouvoir découvrir les codes et le numérique. C'est quelque chose qui nous passionne. J'ai bien compris qu'on était dans une région de passion, n'est-ce pas, où on pourra certainement parler numérique, parler formation, peut-être parler football un jour aussi, et tous les jours, j'imagine. Voilà. Et donc, j'espère qu'on pourra continuer à effectivement parler de passion autour de ce beau projet qui est celui de la plateforme. Voilà. Merci. Merci beaucoup. On est parti pour ça en tout cas. Tout ce qu'on fait depuis 2 ans, on l'a fait avec un rythme d'exécution relativement rapide. Je crois que Bruno, c'est toi qui disais ça tout à l'heure, parce qu'on le fait avec passion. Parce qu'on est une petite équipe en fait, mais qui grossit, en fait, qui s'enrichit de nouvelles compétences. Et on est confirmé dans tout ce qu'on fait, en fait, quand on voit l'intérêt que portent en fait les jeunes et les étudiants qui sont à la plateforme, en fait, et la façon dont on se sent remercié parfois par des initiatives qu'ils prennent, par des regards, par des postes qu'ils trouvent, par des alternances qu'ils trouvent. Donc ça ne va que s'accélérer parce qu'en fait c'est un besoin, parce que c'est une évidence, c'est parce que vous nous aidez et parce qu'eux participent. Donc en fait c'est un challenge gagnant et on veut vraiment créer cette identité forte en fait de campus méditerranéen en fait du numérique, pas de la tech, du numérique. Parce que la tech, encore une fois, c'était des startups, c'est les années 2000. Aujourd'hui, on est dans le numérique et on a quelque chose en fait qui embrasse tout. Donc, merci à tous. Et puis, on vous propose en fait de rester pour un cocktail déjeunatoire en fait préparé par Yemayumi, qui est une association de formation aussi de traiteurs indépendants en fait qu'on héberge à la plateforme et qui anime notre cuisine. Donc, vous êtes les bienvenus et merci encore. Bravo. Merci.